Dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont. Bonjour. Bienvenue, Jean-Claude Pont, derrière ce micro. Je rappelle que vous êtes un spécialiste du commerce équitable. Oui. Aujourd'hui, vous souhaitez nous parler de l'histoire du café. Oui. C'est parce que j'ai vu Artisan du Monde qui a envoyé une vidéo sur son café de forêt en Éthiopie. Donc j'ai trouvé ça intéressant et j'ai creusé un peu la question. Et c'est là que j'ai fait des découvertes que l'Éthiopie, c'était le berceau du café. Par exemple, ça, je ne savais pas. Ça fait des millénaires qu'il y aurait les arbres, les caféiers qui poussent dans la forêt primaire. C'est vrai que quand on pense Éthiopie, on pense peut-être sécheresse ou Ouais, pays sec. oui. Et là, il y a toute une biodiversité, Oui, l'agroforesterie. bien sûr. Oui. Et donc on a retrouvé des traces de caféiers qui ont poussé il y a des millénaires. On a trouvé 4000 gènes de caféiers, etc. Donc c'était vraiment une richesse. On parle vraiment de biodiversité pour le coup. Oui. Ouais. Ouais. Alors c'est une réserve dans les hauts plateaux de l'Éthiopie, 100 000 hectares, donc forêt protégée et réserve de biodiversité, de faune, de flore. Donc etc. pas de chasse, pas Non, voilà. de Mais il y a des activités. d'abattage quand même, d'arbres. Oui. parce que, Oui, les activités donc, humaines. Oui. on peut parler de le café, donc Artisan du Monde, en liaison avec Biocop d'ailleurs, a monté une filière de café de forêt en Éthiopie. C'est rare le café. Et il y a une spécificité au niveau de la saveur. Bah oui, ce sont des très bons cafés. Ouais. En plus, ce sont des... Parce que dans le café de masse, industriel, tout ça, on a fait une sélection, comme toujours, des choses qui se conservent bien, qui voyagent bien, mais ce n'est pas forcément les meilleurs cafés. Bon, il existe de très bons cafés, bien sûr, mais donc ces cafés originaires d'Éthiopie, c'est de très bons cafés. Et ce qui est important, c'est la façon dont ils sont cultivés. Déjà, ça sert à la protection de la forêt. Les caféiculteurs sont conscients, sans la forêt, il n'y aurait pas de café, sans le café, ils ne pourraient pas vivre, donc c'est un cercle vicieux, mais dans le bon sens. Vertueux. Oui, un cercle vertueux, plutôt que vicieux. Oui. Et donc, alors, il y a deux sortes de cafés de forêt, c'est-à-dire qu'ils peuvent récolter des graines, garder les meilleures graines de leur café pour les ressemer après avoir enduit de cendre, j'ai vu, pour préserver des insectes, etc., et replanter. Et là, ils font de la culture qu'ils appellent de jardin, c'est-à-dire que les caféiers sont des petits arbustes qui doivent être protégés de la chaleur. Il faut qu'il fasse chaud, mais pas une faute de chaleur directe. Donc, on met des gros arbres fruitiers plus hauts. C'est pour ça qu'on parle d'agroforesterie. Oui. Donc c'est de l'agroforesterie, plusieurs étages. En dessous de caféiers, on peut aussi cultiver des légumes, etc. Et donc, tout ça, c'est réfléchi, c'est pensé pour... Oui. Et ça demande quand même de la formation, donc ça fait partie du projet de commerce équitable. Vous voulez dire par là que la population autochtone a été formée par des gens d'Artisans du Monde Oui, ou... dans ce... D'accord. Pas forcément des artisans, mais des agronomes, des spécialistes de ce type d'agroforesterie. Dans le projet de filière, un des éléments importants, c'est la formation à la fois de techniques qui vont se transmettre après. Puis comment savoir protéger la forêt, allier l'entente entre les différentes plantes, etc. C'est une science, ça. Oui, c'est intéressant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la culture de café de jardin. Et après, il y a la culture vraiment de forêt proprement dite, où là, c'est cultivé dans la forêt primaire, en sachant que c'est protégé, on n'a pas le droit de couper d'arbres. Donc à ce moment-là, simplement, ils récupèrent des plantules qui poussent naturellement, ils essayent de les replacer, de replanter à un autre endroit pour remplacer des caféiers qui ont vieilli, etc. Mais là, ils partent vraiment des plantes issues de la forêt. Et ça, ce projet-là, ça a permis le changement de mode de vie des producteurs. Là, dans la vidéo que je regardais, il y avait des interviews de deux producteurs. Ils ont pu acheter un bout de terrain et puis construire leur maison, bien souvent eux-mêmes. Mais avant, ils vivaient dans des huttes ou des cabanes pas très salubres. Et là, maintenant, ils ont des habitations en dur. Ils ont, avec les revenus du café, ils ont pu améliorer leur niveau de vie, leur alimentation, etc. Et puis en incitant toujours, ce qui est important, l'éducation des enfants. C'est-à-dire que ça va jusqu'à l'université pour permettre le producteur qui était interviewé disait lui, il travaille pour l'autonomie de ses enfants, qu'adultes, ils puissent vivre du café s'ils veulent, mais d'autres choses.
Alors, désherbage à la main, transport à dos d'âne ou d'homme. Oui, donc il y a une envie de... Oui, voilà, pour respecter la forêt, on ne peut pas amener des engins mécaniques, on ne peut pas construire dans la forêt. Donc on cultive dans la forêt, on récolte en respectant la forêt. Puis après, transport à dos d'homme ou à dos d'âne. Et le jour même, ils envoient ça dans l'usine de lavage, là où on fait des lavages, on retire la pulpe, la peau, etc. On fait un peu fermenter pour développer les arômes. Et puis après, ça part dans l'usine où là, on prépare pour mettre en sac de 60 kg ce qu'on appelle le café vert. Hein, parce que le café est pratiquement jamais fabriqué, élaboré dans les pays d'origine. C'est en Europe ou aux USA, par exemple, qui va être fait dans des usines par des spécialistes. Alors là, nous, on a au Havre, par exemple, un producteur de café qui s'est spécialisé dans le café de commerce équitable. Alors là, on est effectivement dans le commerce équitable, on voit bien avec le respect des sols, de la nature, de la biodiversité, de la santé des personnes, mode coopératif également. Oui, et puis là, développement aussi social, puisque je regardais dans la vidéo le témoignage de cette personne qui a pu construire sa maison. Oui. Et donc il y a un développement en fait de l'activité, de la coopérative sociale, familiale, sociétale. Quoi. Oui, c'est vrai qu'on travaille donc avec une association des coopératives d'Éthiopie qui regroupe 85 coopératives, soit 20 000 producteurs en tout. Hein. Bon, ils ne sont pas tous dans le café de forêt, mais il y a deux surtout de ces coopératives qui, elles, sont spécialisées dans le café de forêt. Mais ça, c'est important. Parce que, alors, tout à l'heure, j'ai commencé l'historique. Au 8e siècle, on a découvert, la légende dit que c'est un berger qui aurait découvert la vertu du café, parce que sa chèvre faisait des bonds après avoir mangé des graines. Donc il s'est dit, tiens, c'est un produit énergisant. Donc on a commencé le café, mais après c'est parti surtout dans le monde arabe. Et puis en Europe au XVIIe siècle. Oui, parce qu'il y a eu la culture au Yémen au XIIe, le mocha, 17e aux Antilles, Amérique. Oui, et puis français au Vietnam en 1800. Oui, c'est le café a migré. Quand les Européens se sont mis au café, ils se sont dit on va produire notre café. Mais il n'y a pas de possibilité de produire du café en France. Donc c'était au moment des colonies, de l'esclavage. Donc on a implanté le café là beaucoup moins vertueux. Dans les colonies à base d'esclavage. C'est pour ça qu'on dit je veux un petit noir, ça vient un petit peu peut-être de cette image. Je pense que c'est peut-être la couleur du aussi. Café. Oui. Alors les producteurs, donc il y a les grandes plantations, il y a les petits producteurs, vous l'avez dit. Oui. Actuellement, Jean-Claude Pont, il y a le Brésil, Vietnam, l'Éthiopie, vous en avez parlé. Oui, alors l'Éthiopie est 5e maintenant. 5e, moins important. Le plus gros, c'est le Brésil. C'est plus de 30% du café mondial. Et le Vietnam, là aussi, c'est des Français qui, quand ils ont colonisé le Vietnam, ils ont implanté. Mais là, on est certainement plus dans des cafés de plantation, où aussi on utilise des engrais, des pesticides, etc. C'est plus du tout le même travail. Alors qu'il reste encore, par exemple, en Amérique du Sud, beaucoup plus. Et puis en Afrique aussi, des petites plantations avec des petits producteurs. Très, très souvent moins de 5 hectares. Et là, c'est beaucoup plus familial. C'est le genre de café que nous préconisons. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Claude Pont, pour ce focus intéressant sur l'histoire du café. On vous retrouve mardi prochain, si vous le voulez bien. Au revoir. Merci.